RDS et Balco présente le petit paquet. Hey, Mathieu a le rythme dans le sang. Sentez-vous l'excitation? Mais c'est que cette musique thème-là est tellement envoûtante. Je peux pas faire autrement. Quand je l'entends, ça déclenche en moi les passions. Ça serait pas pareil, le petit paquet, sans cette musique-là. D'ailleurs, salut à Dan Jobin. C'est le compositeur derrière cet hymne à la lutte qui nous accompagne depuis 2 ans et demi. Il faudrait que ça soit joué dans un stade, dans quelque part. 2 ans et demi, on est proche de 3 ans. Il me semble qu'on avait commencé le lendemain de WrestleMania ou presque, là, il y a de ça 3 ans. Pas ou presque, c'était je me souviens encore, on avait fait un test pré-WrestleMania qui n'était pas le petit paquet. Puis après ça, nos boss ont fait OK, c'est beau, allez-y. Fait que le lendemain de WrestleMania, on s'est dit on part le petit paquet. C'était un résumé WrestleMania. Très embryonnaire, t'étais encore tout jeune, pas de barbe, t'avais des cheveux dans le temps. Ça peut-être une différence capillaire, mais la barbe est là depuis longtemps. La barbe est toujours là. Ben non, ça fait longtemps qu'on est là, mais là, on n'est pas rendu à WrestleMania. Puis la nostalgie, on voulait juste dire que la musique de Dan était bien bonne. Puis là, cette semaine, écoute, on se fera pas de 875 détours. On parle de l'Arabie Saoudite. Yeah, right. Non, je pense qu'on va faire tout notre possible pour activement éviter de parler de l'Arabie Saoudite. Cela dit, il y a un autre gala pay-per-view qui attire davantage notre attention donc durant la fin de semaine, à savoir AEW Revolution. Le vrai pay-per-view de lutte cette semaine, Revolution de la All Elite Wrestling. On est à Chicago le samedi 29 février. Chicago, je savais pas. Oui, ils s'en vont à Chicago, donc leur petit hood où ça a tout parti. Ben, c'est ça, il y a quand même une relation assez privilégiée avec cette ville-là. Relation privilégiée avec cette ville-là. Écoute, je pense qu'ils vont faire salle comble sans aucun doute. C'est pas le même amphithéâtre, par contre, que le premier All-In. C'est pas celui en banlieue, c'est le White Horse Arena, qui est, j'imagine, d'une grandeur similaire. Mais regarde, ça fait depuis Full Gear qu'on construit tout ça, qui était le pay-per-view précédent avant les fêtes. On s'enligne vers Revolution. On avait l'émission Dynamite hier soir pour finaliser les derniers morceaux. Et là, c'est là que ça se passe. Et là, on sent que la AEW a vraiment trouvé sa vitesse de croisière parce que la semaine dernière, bon, on a pris quand même plusieurs minutes, là, une vingtaine, trentaine de minutes pour manifester notre enthousiasme par rapport à l'épisode justement de mercredi dernier. Et là, cette semaine, bon, un épisode qui, en tant que tel, en ce qui a trait au combat, l'ensemble des combats était peut-être un petit peu moins spectaculaire, quoique. Il y a un match duquel on n'aura pas le choix de parler, mais en termes de construction de pay-per-view, c'était vraiment une classe de maître, j'ai l'impression. On s'est souvent plaint justement du côté de la WWE que dans ce qu'on appelle les go-home shows, on optait pour la facilité, la paresse. Là, ce n'est pas le cas. Vraiment, au début, on pouvait dire parfois la WWE, c'était bien, il y avait comme quelque chose de je sais pas, de mystique, où on avait envie d'aimer ça, mais c'était pas parfait, les problèmes techniques, il y avait de l'ajustement à faire, mais là vraiment, on sent que le show est de mieux en mieux rodé et ben, c'est à l'avantage des spectateurs. Ouais, je pense que depuis 2020, dans le fond, le retour des fêtes, Dynamite est probablement la meilleure émission de télé de lutte qu'on a. Là, toute fédération confondue, même YouTube. Il y en a qui pourraient dire que Power a fait un bon show, tout ça, mais... Genre, j'inclus tout, même Power, même NXT, parce que Dynamite, d'une semaine à l'autre, si tu dis que c'est ça ton rendez-vous de lutte, tu vas être bien servi d'une semaine à l'autre, parce que c'est un mélange, comme tu disais, il y a de la belle lutte et de la belle construction, et ils ont gagné leur pari aussi d'élever tout l'alignement. C'est pas juste les Bucks, Cody puis Kenny Omega avec quelques autres lutteurs, on a le rooting interest, comme on dit en anglais, pour à peu près 30 lutteurs dans All Elite Wrestling. Donc ça, c'est pas facile à faire quand tu pars de zéro puis que c'est pas juste des transfuges d'une autre fédération que les gens connaissent. Donc ça, ils ont réussi à gagner ce pari-là. Et là, on arrive à un pay-per-view où plus de la moitié de la carte, c'est des gens qui étaient pas très hauts dans l'imaginaire collectif avant que All Elite commence à les envoyer à la télé régulièrement. Et là, eux ont leur bassin. Et tu disais, air d'aller. Sont toutes là. Tu disais, c'est peut-être le AEW Dynamite, peut-être la meilleure émission de lutte hebdomadaire. Et bon, tu as évoqué des qualités. Je pense que j'ai vu quelqu'un qui évoquait ça sur Internet. J'ai dit oui, c'est vrai. Je trouve que qu'est-ce qui est la principale qualité de ce show-là présentement, c'est que quand on s'assoit pour le regarder, on a l'impression que
tout est possible. N'importe quoi peut arriver. C'est quelque chose qu'il y avait justement au début de la WCW ou aussi dans l'ère Attitude. Il y a un côté imprévisible et ça, on le retrouve du côté de la AEW. C'est une de nos principales plaintes par rapport à la WWE. C'est souvent trop prévisible. Les mêmes histoires s'étirent trop longtemps. Là, ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, la fédération est jeune. On n'a pas encore eu le temps de faire le tour et on a des annonces de Snuggie. C'est comme une couverte avec un capuchon, le Huggle. Mais donc, c'est ça, on n'a pas encore eu le temps de faire le tour. Peut-être que dans 3 ans, 4 ans de AEW, là, on va commencer à trouver que ça devient redondant un petit peu. Mais là, pour l'instant, il y a encore l'attrait de la nouveauté, puis c'est bien géré. Ben, c'est ce qui arrive aussi, c'est qu'on a l'impression que ça devient intéressant de le regarder en direct. Justement, parce que c'est un peu brisé. Alors que Royce McDown aussi sont en direct, c'est pas qu'ils le sont pas, c'est qu'on dirait qu'ils n'utilisent pas ce capital-là de télévision de si vous êtes là à 10 heures, ça se pourrait que les choses bougent. Et Dynamite l'investit d'une façon différente. On ne dit pas qu'ils réinventent non plus la lutte à chaque semaine. Mais tu sais, par exemple, on va en parler avant de tomber dans Revolution. On ouvre Dynamite cette semaine avec un combat de 30 minutes chronométré. Iron Man match entre Pac et Kenny Omega. C'était leur rubber match, le 3e, avec une victoire de chaque côté. Sérieusement, tu sais, on passe souvent à part match de l'année, machin chose, meilleur truc. On va en reparler en décembre de ce combat-là. Ils ont tout donné. On est allé dans une psychologie un peu différente des Iron Man match où Pac a mené presque toute l'action, autant en se faisant disqualifier une fois. Première disqualification de l'histoire de la AEW. Ouais, première disqualification. Et tu sais, c'était volontaire. Il en a profité après ça pour faire un tombé sur Kenny Omega. Et Kenny Omega a été obligé d'utiliser comme le retour du héros à la fin pour gagner finalement. Donc, Pac paraît quand même super bien, même dans la défaite. On a un super combat de lutte, c'est 30 minutes. C'était pas un faux 30 minutes. On a vu le décompte. Il y a eu une pause pendant qui est un petit peu dérangeante par contre, là, mais en surimpression. Donc, on pouvait suivre quand même l'action. Et je pense que mon seul bémol de ce match-là, c'est un excellent match, là, ça reste Jim Ross. C'est vrai, je suis plus capable de Jim Ross. Ouais, ben, y a des bons moments, mais ça compense pas pour tous les autres moments. C'est ça, je ferais juste l'enlever comme laisser Excalibur être le gars principal. Ils n'ont pas besoin d'être aussi, trois. qui est là de temps en temps, qui fait une très bonne job. Je suis plus capable de Jim Ross. Même dans ses bons moments, c'est quand même un vieux qui radote. Il a pas l'air de savoir c'est qui, c'est quoi. Puis on pourrait dire la même chose de Jerry Lawler, qui est encore à Raw, qui est le maillon faible de la table de commentateurs. Il y a juste son sac à phrases qui sort tout le temps depuis 25 ans, puis c'est des bonnes phrases, et « Oh my God! » puis tout ça, mais ils sont pas sentis. Ils les incarnent pas, contrairement à Jim Ross de 99, qui voyageait avec les boys, qui étaient là, qui les connaissaient, qui étaient des BFF à Steve Austin. Fait que quand il collait un match de Steve Austin, c'était comme « Hey, je vais mousser la carrière de mon bon ami. » Là, c'est juste... On dirait qu'il ramasse un chèque, puis il est un peu une coquille vide de ce qu'il a déjà été. Puis moi, ça me dérange. Des fois, ça me dérange pas. Puis il passe comme dans du beurre, mais dans un combat comme celui-là, où il fait juste lancer tout le temps les mêmes liners, je suis comme ça. Il manque un petit quelque chose. Tout le reste de la fédération, c'est nouveau, il y a de la relève, c'est plus woke. Mais t'as vieux Jim Ross qui, même dans le main event, a fait des commentaires sur des filles en bikini. Je suis comme, c'est fini ce temps-là. Ben, j'ai l'impression que peut-être que la AEW, quand ils ont, pour commencer, voulait quand même pas se présenter comme étant juste de la nouveauté. C'est pas pour rien que leur premier champion, c'est Chris Jericho. Non, ça aide à faire la transition, d'aller chercher du moins des fans d'une époque révolue qui avaient décroché. Mais là, ils disent, OK, ben c'est pas toutes des inconnus pour moi, la AEW, donc je vais y jeter un coup d'œil. Mais non, je suis d'accord. Que, surtout avec Excalibur qui fait un si bon job. Bon, donc c'est ça, faudrait laisser la place à quelqu'un d'autre. Puis même Tony Schiavone, je suis pas le plus gros fan, mais au moins il n'est pas à la table des commentateurs. Il fait des entrevues. Je le remplacerai aussi, mais il mérite moins qu'un Jim Ross qui vient caler l'action pendant 30 minutes sur un match qu'on va reparler en décembre dans le top 10 de l'année, assurément. Ouais. Mais sinon, tu sais, dans nos déceptions de l'année passée, là, à la fin du mois de décembre, c'était François, je pense, qui avait amené le fait que sa principale déception pour 2019, c'était Kenny Omega, donc qui nous avait habitués à des choses absolument sensationnelles au Japon. Là, il revient en Amérique du Nord, du côté de la AEW, et bon, ce qu'il nous avait donné dans les premiers mois de cette fédération-là n'était pas à la hauteur des attentes qu'on avait pour lui. On se demandait si, bon, il était plus intéressé à mettre les autres over qu'à lui-même
même bien paraître, ce qui est un petit peu dommage dans la mesure où ça demeure un des lutteurs les plus talentueux. Et là, j'ai vraiment eu l'impression hier qu'on a redécouvert donc, le Kenny Omega de la New Japan Pro Wrestling. Même plusieurs références dans les prises qu'il utilisait à sa rivalité avec Okada, notamment là, à la fin, quand il a fait son, comment il l'appelle ça, Ripcord Knee. La mise en scène ressemblait quand même pas mal à un Rainmaker. Cette manœuvre-là avait été introduite dans son arsenal à l'époque pour contrer le Rainmaker. C'était une façon de sortir de là du bras et de le renverser avec un coup de genou au lieu d'une corde à linge. Puis le genou, mettons le coup de genou en tenant les deux mains qui était utilisé avec Kota Ibushi. Donc c'est ça, il y a quand même tu sais comment ils s'appelaient, les Golden Lovers. Finalement, on ne s'en va pas dans cette direction-là pour l'instant, mais on ne l'oublie pas complètement. On ouvre la porte à peut-être éventuellement. Donc un gros câlin dans le ring entre ces deux-là. Je sais pas, parce qu'Ibushi est un peu marié avec la New Japan. Il quittera probablement pas. Par contre, Omega, lui, dans quelques années, travaille avec la DDT, donc retourne au Japon à l'occasion. On sait pas, peut-être que la relation va s'améliorer dans un futur rapproché. Et on retrouvera les Golden Lovers, mais par contre, là, Omega a son autre partenaire. Donc, on va en parler tantôt, par contre. Parce que là, ils ont un combat à Revolution qui est très intéressant. Je voulais juste parler du combat Pac Omega. Puis on parle de Dynamite qui n'est pas un grand Dynamite sinon. On installait les choses, mais il n'y a pas... Vous n'avez pas manqué rien si vous ne l'avez pas vu, à part cet excellent combat-là et le segment final qui installe le combat principal de Revolution. Chris Jericho, le champion, contre Jon Moxley, l'aspirant avec juste un œil. Oui, mais juste un an, mais Chris Jericho a mangé quand même. Tout un coup de tête, ça y a fendu le haut du nez. Et donc, il y avait du sang. Ça donnait l'impression que c'était encore plus spécial. Vraiment, 7 points de suture là, entre les deux yeux, ça te replace le monsieur. Ça, c'est ça. Même les commentateurs disaient qu'il y a peut-être le nez cassé, effectivement. C'est une hypothèse qu'on pouvait nous-mêmes adopter à la télé quand on voyait ça. On va voir pour la première fois Jack Hager se battre contre Dustin Rhodes. Donc, l'arrivée de Dustin Rhodes, leur bataille autour des petits stands à nourriture. Ça réinventait rien, mais c'était fait de façon efficace. Tout ce segment-là était bien construit. On réussissait, en l'espace de une quinzaine de minutes à peu près, de construire plusieurs combats qui vont avoir lieu donc à Revolution, avec Sammy Guevara également. Donc, vraiment, c'est ça, avec la pesée officielle, comme c'est ça. C'est le ruban qui emballe ton cadeau avant de te le donner. Et là, à ce temps, tout ce qui nous reste à faire, c'est commander Revolution si on veut voir l'aboutissement. J'ai vraiment aimé le segment. C'était pas parfait. C'était une pesée de boxe avec des petits combats. C'était un petit peu long. C'était un peu l'équivalent des signatures de contrats qu'on voit souvent. C'est ça. Mais de l'autre côté, Jericho arrive avec, c'était le Painmaker Posse en cul leu avec la main sur l'épaule. Avec leur nouveau outfit. Ils reprennent le modèle d'affaires WWE quand même. Là, pour faire de l'argent, il faut vendre de la marchandise. Donc pourquoi pas vendre des petits... On va vendre des petits coats maintenant qui sont pas particulièrement beaux. Moi, j'en achèterais pas. Le logo rouge est vraiment affreux, mais Painmaker Posse, il me semble que ça fait rock band très divertissant, mais le logo est très, très laid. Mais c'est ça, Jericho arrive avec son entourage, Moxley, lui, arrive tout seul, même s'il s'est entraîné avec Randy Couture en prévision du combat. Donc, on inclut un petit peu des vedettes. Ça feel comme un gros combat. C'est ça. Tu sais, Jericho sort d'une grosse défense contre Cody, qu'il y a eu lors du dernier pay-per-view. Donc, on continue à construire le modèle où Jericho est l'attraction principale. Il faut aller détrôner le champion. Sauf que à Full Gear, on n'avait pas l'impression que Cody avait des chances de gagner. On ne pensait pas qu'il allait là. Sauf que là, ça fait déjà quand même depuis l'automne qu'il est champion. 4-5 mois. C'était septembre-octobre. Donc, tu sais, ce serait pas irréaliste de croire que son règne arrêterait là pour lancer Moxley vers d'autres choses. Et l'autre scénario fonctionne aussi. Moxley pourrait carrément perdre avec des interventions, peu importe, et tu étires le règne du Painmaker Posse encore un petit bout. Là. Parce qu'on s'entend que dans le vestiaire actuel, la AEW, le deuxième en fil pour être champion, ben c'est Jon Moxley. Je vois personne d'autre qui est plus méritant que lui pour être le visage de la compagnie. Non, puis là, depuis un mois et demi, Moxley, faut qu'il passe les épreuves. Il a passé à travers de tous les membres de Inner Circle, à l'exception de Jack Hager. Il y a eu l'ajout de Jeff Cobb, il y a eu des matchs par équipe, il s'est fait crever un œil. Ils ont beurré épais sur si Jon Moxley a gagné. Après ça, tu as une vidéo qui te résume tout ça. C'est le parcours du combattant. C'est bien fait. Ça a été le fun chaque semaine. Il y avait toujours des affrontements entre les deux. Jericho l'évitait un petit peu. Au travers de tout ça, tu as eu la croisière of Jericho qui a comme ajouté une mystique alentour de tout ça. Donc, tu sais, mettons que si ta carte, c'était juste ce combat-là puis que le reste était moins intéressant,
Revolution aurait quand même notre curiosité. C'est pas le cas du tout. Il y a vraiment beaucoup de matériel sur la carte. Mais ce combat principal-là, on parlait de belles façons de raconter l'histoire puis d'amener des choses. Ils n'ont pas fait mieux. J'ai beaucoup aimé la construction Cody-Jericho, mais j'ai hâte de voir Jericho-Moxley parce qu'ils ne se sont pas touchés tant que ça. Non, puis le match va être bon parce qu'ils ont de la chimie. Ils se connaissent déjà depuis longtemps. Bien. On se souviendra, il y avait eu un match à la WWE qui les opposait. C'est une espèce de cage avec plein de choses qui étaient accrochées dans le haut de la cage. Ambrose Asylum, je sais pas quoi. C'est ça. Puis là, c'était terminé avec genre la plante, la fausse plante de Dean Ambrose qui était brisée par Chris Jericho. Donc, ça va sûrement être meilleur que ça en fin de semaine. On s'entend, mais il y a de l'histoire derrière. Non, mais il va y avoir, si vous avez vu Moxley contre Suzuki il y a quelques semaines à la New Japan, on a eu une belle classe de comment faire un brawl puis se promener un peu partout. Jericho, quand il va à la New Japan, il aime beaucoup faire ça aussi, d'aller déranger le caméraman, il voler sa caméra, faire des niaiseries avec la caméra avant de frapper l'autre avec. Attendez-vous à ce genre de main event. Là. Il va y avoir de la lutte dans le ring, évidemment, mais il va sûrement avoir un 5-10 minutes de on va aller se promener, on va aller dans la foule, on va aller se battre un petit peu, des interventions. Mais surtout à l'âge que Jericho a, puis son état physique, il n'a pas le choix d'ajuster sa façon de se battre pour aller plus dans cette direction-là. Il ne peut pas faire sortir des gros matchs athlétiques de haute voltige comme il faisait jadis. C'est un peu fini. À 50 ans, les backflips, le Lion Salt, ça me stresse quand je le vois s'enlever vers ça. La fluidité n'est pas autant là, mais il raconte encore merveilleusement bien, mais c'est autre chose. C'est pas pour rien qu'il a changé son finisher pour que ça soit un coup de coude par en arrière. C'est correct. C'est ça. De toute façon, Moxley est le bon partenaire de danse pour ça. Lui, il va y aller avec un style plus physique, il va augmenter la cadence puis tout ça. Donc non, j'ai vraiment hâte au combat principal. Et l'autre combat qui ont super bien construit, même si cette semaine, on a juste un petit vidéo. Non, mais c'était suffisant. C'était suffisant. MJF contre Cody, finalement. J'étais un peu déçu par contre. La semaine passée, je parlais qu'MJF, c'était comme sa dernière fenêtre d'opportunité pour essayer de déranger Cody. Ils sont pas allés là. Parce que si Cody l'avait touché physiquement, le match avait été annulé, c'est ça. Donc, je pensais qu'elle allait jouer un petit peu plus là-dessus, mais ils ont tellement bien fait ça avec le match en cage la semaine passée que tu n'avais pas tant besoin. C'était plus un souhait personnel. Là, on a eu la vidéo de résumé de cette rivalité-là avec les coups de strap en version 30 secondes, c'est quasiment aussi intense que la version de 4 minutes. Si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument prendre 5 minutes pour aller voir ce segment-là. Cody est devenu le plus gros babyface de la compagnie à manger 10 coups de ceinture sur le chest. Ça a été un très bon mois pour Cody. C'était excellent pour Cody. Sa promo après ça à Atlanta, hors d'onde, ça se trouve sur YouTube. Next Day. Son moonsault du haut de la cage, moi, j'en suis pas encore revenu. Là. Donc, tu construis tout ça et on n'oublie pas que Cody n'a pas le droit de défier pour le championnat de la All Elite pour l'instant. Donc, ton plus gros babyface ne peut pas être ton champion. Et là, ça va ton avant-dernier combat de la soirée, fort probablement. Et le pop risque d'être monstrueux parce que là, Cody va mettre la main sur MJF. Peu importe le résultat du combat, il va être capable de mettre le grappin dessus. Donc, ça, c'est classique. T'as un méchant très méchant, t'as un gentil très gentil, puis là, bam, ils vont s'affronter. Un méchant qui est tellement bon que le public a envie de le voir souffrir. Souvent, les méchants, c'est peut-être un réflexe des gars ou des filles qui sont derrière le personnage, mais on veut toujours se mettre un peu over soi-même. Et donc, on a tendance des fois à être le méchant cool pour que les gens comme nous encouragent. MJF n'est pas dans ça partout. C'est le méchant le plus vil et haïssable qui est possible. Donc, j'ai hâte de le voir manger une hostifie de volée. En bon québécois, il y a une face à fessée dedans. Une face à fessée dedans. Puis il le sait, puis il joue très, très bien. Il y a Wardlow qui est comme. Même quand il avait genre 8 ans, puis tu allais à l'émission de Rosie O'Donnell, il y avait déjà une face à fessée dedans. Tu savais déjà que ça allait être un petit verra. Puis là, c'est le combat. Le deuxième combat principal de la soirée. Pas de ceinture en jeu. C'est vraiment juste Cody contre MJF. De la pure catharsis. Tu vois, j'aime ça que tu aies de la culture. Tes bons mots là, rajoutent à l'attention. J'aurais juste dit un maudit bon combat. Toi, tu dis catharsis. Catharsis, on sort du grec. Ça sonne-tu bien? Ça sonne bien. Ça sonne bien, ça. Par contre, il y a d'autres combats de championnat à Revolution. On parlait des deux principaux. Là, on se ramasse en équipe. On en a parlé un petit peu tantôt. Kenny Omega, Adam Page. Contre les Young Bucks qui se sont mérités le titre d'aspirant obligatoire après une bataille royale. Et là, c'est ça qu'il y a eu cette semaine comme petit twist. Oui, on a eu Kenny Omega contre Pac qui était fou braque.
avec l'absence d'Adam Page dans son coin, c'était les Young Bucks qui étaient dans son coin. C'est vrai, c'est pas innocent. C'était pas innocent parce que là, The Elite se tenait. Et là, on a doublé la mise un petit peu plus tard durant Dynamite avec une entrevue assise avec... C'était-tu Jim Ross? Ouais. C'était pas Chevronné? Non, je sais plus. Quelqu'un était assis avec eux autres, les aspirants contre les champions. Petite entrevue classique assise, mais on a tout de suite déraillé le train parce que là, les Young Bucks ont sorti un petit côté... La carte de l'arrogance. La carte de l'arrogance, la carte de la suffisance, là, ils sont un petit peu tannés. Et là, on a lancé là, des boulets rouges, surtout à Adam Page. Et les Young Bucks, un petit peu plus méchants, un petit peu plus « Hey, vous étiez rien sans nous autres. On est la meilleure équipe au monde. Toi et Page... Je suis désolé, mais c'est Carl Anderson et Luke Gallows, là, the best tag team in the world. Ils ont le gros trophée. Là. Donc... Écoute, fait que les Young Bucks, un peu surprenant. On pensait que ça allait être plus Page qui commençait à virer et à s'isoler. Mais là, on dirait que c'est les Bucks qui poussent Page loin de The Elite et vont tenter de garder Omega avec eux. Ben ça, Omega n'a rien fait pour défendre l'honneur de son partenaire de danse. Omega est comme dans le divorce de ses parents. Là. Il regarde et il est comme... de quel bord que je prends? Là, mais c'est ça qu'on va savoir dimanche. Omega peut prendre un bord comme l'autre, que le scénario va être intéressant. Et là, il y a plusieurs issues possibles, puis c'est ça qui rend ça le Puis la twist que les Bucks, peut-être qu'ils vont juste eux autres flipper contre Omega, puis là, on va avoir un vrai heel turn, est aussi possible. L'entrevue, un petit 2 minutes, on pensait que ça allait être anecdotique, et finalement, non. Juste les bonnes lignes au bon moment fait que, tu sais, on est jeudi matin, on enregistre, le pay-per-view, c'est samedi. Je ne sais pas encore si les Bucks sont les méchants. Ils ont juste ajouté une nuance de gris et se permettent de le faire ou ne pas le faire. Donc ça, c'est une belle façon de, garder le suspense et te donner des options. J'ai juste l'impression que c'est ça. Mettons que c'est Adam Page qui se révolte contre Kenny Omega puis qui devient méchant. Ben, c'est sûr que, compte tenu de l'histoire, on a de la sympathie pour lui. Donc, la seule mauvaise idée d'issue, c'est de faire de Adam Page un méchant parce que je pense que ça ne fonctionnerait pas. Étant donné qu'il a trop souffert dans les dernières semaines pour qu'on ait envie de le voir se faire abaisser encore plus. Moi, je pense que The Elite pourrait virer méchant. Ça serait un bon scénario. Les Bucks avec Kenny virent méchant, mais peut-être que c'est trop tôt pour le faire. Peut-être que tu le fais juste avec les Bucks. Et là, Kenny continue de peut-être un peu prendre de bord de Page. Et tu continues à avoir un Page un peu cool, un peu tout seul dans son coin. Le monde a l'air d'aimer ça aussi, l'aspect « je suis un Texan qui cache la bière », puis le monde pop quand il sort une bière de ses poches ou un pichet d'une table qu'on n'a pas vu. Donc, il y a de quoi aller chercher là-dedans, et peut-être que Page va avoir la sympathie que tu parlais, qu'il n'y avait pas eu, parce qu'il était un des premiers aspirants pour le championnat contre Jericho. On nous vendait un peu plus comme le White Bronco, là, cette espèce de bon gars, bon Jack, bonne valeur, mais... Il manquait le petit quelque chose, c'était comme trop propre. Là, il y a des nuances, il y a un petit peu le petit côté alcoolo, le petit côté je boude dans mon coin. Tu sais, c'est pas. Il est pas méchant, il est juste je t'aboute, je vais aller bouder dans mon coin. Puis c'est correct. Tu peux avoir des couches de personnages qui sont pas forcément tout le temps dans la même direction. Donc là, il commence à l'avoir ainsi. Et c'est là où l'intérêt, tu sais, le combat dans le ring, ça va être fou, ça va être écœurant. Les Bucks ont déjà travaillé contre Omega, c'est mon plus rare, mais même à l'époque du Bullet Club, des fois, ils se croisaient dans des tournois ou des trucs comme ça. Un match d'anthologie, les Bucks contre Ibushi et Kenny Omega, c'était de la bombe. Puis justement, c'était bien construit le fait que c'était des amis, mais qui étaient en rivalité pour ce match-là. Il y avait comme une charge émotive vraiment impressionnante. Ouais, puis ton lien n'est pas anodin parce qu'à l'époque aussi, il y avait un angle de jalousie. Ibushi était comme pas très populaire auprès des Bucks. Donc, les Bucks voulaient faire mal à Ibushi. Et Omega était déchirant entre les deux parce qu'Ibushi... Omega était encore très actif dans le Bullet Club, mais il se souvenait du Golden Lover. Donc, il jouait énormément sur Omega joue sur les deux plans parce que c'est deux groupes qu'il aimait beaucoup. Et là, Ibushi se faisait maltraiter par les Bucks, mais Omega pouvait pas juste défendre son partenaire contre ses amis, mais pouvait se battre avec eux parce que le combat le permettait. Donc, on joue un petit peu dans cette corde-là, sauf qu'Omega est moins investi. Fait que je sais pas s'ils vont emprunter une coupe de pages, par contre, de ce livre-là pendant le combat, parce que c'était bien mené. Donc, peut-être que Page va avoir un long moment dans le combat où il va se faire malmener. On avait envie de pleurer à la fin du match au Japon. Ibushi faisait pitié à la fin, puis t'avais un Omega déchiré. C'était comme...
Ouais. Fait que, tu sais, ils vont peut-être jouer là-dessus. Juste en parler. Je sens l'émotion. Moi, j'ai hâte à samedi. Ça va être une méchante carte. Il y a juste 3 combats de passé. Là. Après ça, on se ramasse avec Jack Hager contre Dustin Rhodes. Ouais, Jack Hager qu'on n'a pas encore vu se battre. On l'a pas encore vu se battre. Donc, premier combat pour l'ancien... Comment il s'appelait, le We the People? Jack Swagger. Jack Swagger à la WWE. Donc là, on le reverrait à la All Elite. Ça a toujours été l'espèce de garde du corps du Inner Circle. Là, il se bat contre Dustin. Ils se sont touchés une couple de fois. Dustin Rhodes est venu intervenir à la fin de Dynamite mercredi soir. Donc, tu sais, c'est établi, ils vont se battre. Je pense que Dustin n'a pas grand chance, par exemple, dans ce match-là. Je pense pas que Dustin a des chances. Ça va être un concours de tapes à la marboulette. Donc, qui devrait avantager Jack Hager, là, qui est plus jeune, plus physique. Puis c'est plus l'avenir. C'est dans l'intérêt de la All Elite de le protéger un petit peu aussi. Si tu gardes le principe de Jericho est champion, il faut que tu passes au travers du Inner Circle, ben ça te prend l'avant-dernier boss. C'est Jack Hager, donc il faut que tu le gardes bien établi. Là. De toute façon, Dustin Rhodes est rendu à 75 ans à peu près. Son rôle, c'est de mettre les autres over, de construire des futures vedettes. Là. Donc, puis il pourrait rien à gagner. La moitié de maquillage, je suis pas un fan. Pas en tout. Il pourrait juste y aller naturel. Je pense que on le sait que tu as déjà été Goldust, t'es pas obligé d'avoir l'air d'un gars qui a manqué de budget de maquillage. Ça n'a pas été d'ailleurs une de ses gimmicks, The Natural, Dustin Rhodes. WCW, il a été The Natural. Il y a un précédent, il se battait en jeans par botte de cowboy. Il fait ça. On s'en fout. C'est pas important, t'es le frère de Cody. T'as plus besoin d'un personnage rendu là. Moi, ça m'agace un petit peu. Mais regarde, c'est pas grave. Il est quand même populaire, le monde l'aime bien. Je m'attends pas à grand-chose. Ça va être un 15 minutes de tap puis de power slam. Mais regarde. 10 minutes. 10, ce serait un bon scénario parce que 15, ça va être long un petit peu. Un combat, par contre, j'espère qu'il va être plus long. C'est encore Inner Circle contre le monde. Darby Allin contre Sammy Guevara. Ah oui, non, ça va être spectaculaire. On a eu le coup de skateboard d'en face hier soir. Sammy Guevara Skateboard brisé en deux. Écoute, je sais pas ce que Darby Allin va sortir de son chapeau parce qu'il sort tout le temps quelque chose de fou braque, mais Guevara va être capable d'y en donner aussi. Il va avoir beaucoup d'acrobatie, beaucoup de vitesse. Ça pourrait être un bon combat. Là. Beaucoup d'inquiétude par rapport à la mort imminente d'un des lutteurs dans le ring. Oui, il y a ça aussi. Moindrement de où Darby Allin va sauter en hauteur. Son coffin drop, c'est une mauvaise idée. Puis quand il le fait sur le tablier ou dehors, ou peu importe, c'est tout le temps t'es tout petit, fais pas ça. Tu vas te faire mal. Mais regarde, ça va être sa carte. Moi, je trouve qu'ils l'ont bien fait. Ils l'ont surtout construit sur le web. À la télé, ils se sont croisés. Ah oui, j'ai pas vu sur le web. Mais Darby Allin a fait beaucoup de promos sur le web qui ont roulé, je pense, pendant Dark aussi. Là, il se servait de Dark pour mettre ces segments-là. Donc, une belle façon aussi de décloisonner ton émission. Tout n'a pas à se passer à Dynamite et tu as quand même la place sur le pay-per-view. Puis Guevara, regarde, il est rendu le comique à côté de Chris Jericho. Il s'est fait une belle place. Il a gagné en personnalité. C'est ça, très charismatique et excellent dans le ring. Il est amplement en mesure de compenser pour ses lacunes en termes de grosseur, là, de facteurs d'intimidation physique. Mais je veux dire, autant pour vendre des prises que pour lui-même en faire. Il est vraiment dans... Je ne dirais pas dans une classe à part, là, mais au sommet de la pyramide. Donc, ça va très bien. Puis contre Darby, ce ne sera pas un enjeu parce que les deux ont le même gabarit. Donc, ça va être pas mal divertissant. Sinon, le dernier combat de championnat de la soirée est Nyla Rose, la nouvelle championne féminine qui défend contre Chris Statlander. Nyla Rose n'ira pas perdre, évidemment. Non, c'est ça. Le spectacle peut être intéressant néanmoins. J'avoue, moi, j'ai pas vraiment suivi la division féminine de AEW récemment, donc je n'ai pas de grande lumière éclairante à apporter par rapport à ça. Il y a le personnage de Chris Statlander qui semble se distinguer des autres, c'est une espèce d'extraterrestre. C'est un peu... Peut-être que je pense que ça manque de définition un petit peu, mais au moins, justement, elle attire l'attention en étant différente. Ouais, puis regarde, c'est peut-être le combat qui va justement lui donner un peu de visibilité. C'est encore une faiblesse dans le lit, la division féminine. Elle manque un peu d'amour. Pourtant, c'est Kenny Omega qui a book techniquement en coulisses. Il le faisait avec ses amis. Le groupe de Chinoises qui était là, c'était beaucoup de ses amis. De Japonaises. De Japonaises, oui. Pourquoi j'ai dit Chinois? C'est les gars qui étaient les Chinois. Et le groupe de Japonaises, c'était beaucoup des amis à Omega. Donc, je pense qu'ils voulaient leur monter une division. Mais il manque un petit quelque chose encore. Moi, je pense que le règne de Nyla Rose pourrait aider parce que tu peux lui envoyer des aspirantes qu'elle va absorber tout leur arsenal puis après ça gagner parce qu'elle est plus imposante. Mais c'est ça, il manque un peu d'amour dans tout ça. J'ai hâte qu'il trouve la bonne façon de nous le raconter. Là. Mais parlant d'amour, tu as Chris Statlander qui a commencé une petite histoire d'amour avec un lutteur qui s'est hier soir ajouté à la carte de Revolution. Et c'est un match qui pique vraiment beaucoup ma curiosité. Oui. Jamais je n'aurais
cru qu'on aurait droit à ça dans un match de pay-per-view. Donc, Orange Cassidy, le lutteur en question, qui va avoir son premier match officiel, en solo à la AEW. Et qui est-ce qu'il va affronter? Ben, The Bastard, de Pac. Il me semble que c'est deux lutteurs qui ne fitent pas ensemble. T'sais, Orange Cassidy est plus d'habitude utilisé dans un rôle humoristique et Pac, c'est tout le contraire d'un lutteur qui est humoristique. Donc, je suis bien curieux de voir où on s'en va avec ça. D'après moi, Cassidy va manger juste une volée en l'espace de 3 minutes puis ça va être tout. Peut-être pas. C'est la beauté de Freshly Squeezed Orange Cassidy, c'est son côté humoristique exacerbe les méchants, puis à un moment donné, il fait juste embarquer dans une autre vitesse. Regarde, tout ça il est tellement populaire. Il s'est juste pointé à la fin du Iron Man match. C'est le lutteur. J'entendais récemment du monde dire le lutteur le plus intelligent de la lutte, c'est Brock Lesnar, parce que il a réussi à faire bien de l'argent n'ayant pas beaucoup de dates. Non, le lutteur le plus intelligent de la lutte, c'est Orange Cassidy, qui n'a même pas besoin de se forcer. Son personnage est d'être paresseux, puis ça fait de lui le gars le plus over. Écoute, un génie. Il fait juste mettre ses mains dans ses poches. Il est payé pour arriver, mettre ses mains dans ses poches, puis s'en aller. Là. Les autres ont besoin de passer 3 jours après ça dans un bain de glace pour récupérer physiquement. Lui, la récupération physique, c'est nécessairement difficile. C'est assez facile, mais le pire, c'est qu'il est capable. On en a vu des combats de Cassidy. C'est ça. Il y a eu un autre segment peut-être que là, on va voir ce Cassidy-là ressortir contre Pac. Je pense que ça va être un vrai combat. Le premier 5 minutes va être comédie, mais après ça, on va embarquer en combat. Puis ça va être, déjà qui est populaire. Imagine le pop quand il va commencer à sortir des prises qui valent la peine. Là. Le pop, quand il va faire un backflip avec les mains dans les poches, c'est ça, là. Le monde va être dans sa main. Le segment qu'il y a eu, il a mangé sa volée contre Pac. Le monde va être dans sa main, donc le monde va être dans sa poche. Ouais. Le monde dans sa poche. Dans ses poches, pas sa poche. Dans sa main, dans sa poche, sur ses pantalons. C'est ça. Et non, mais tu sais, il y a eu son segment avec Bunny aussi, plus tard dans Dynamite. Il a volé les oreilles de Bunny. Bon. Et il a fait son pop avec les oreilles de Bunny parce qu'il avait volé ses lunettes. Bon. Donc, il s'est vengé. Il a mis des oreilles de lapin. Il a fait son petit move, puis il est reparti. Donc, regarde, ça fait 2 mois qu'on le voit à la télé tout le temps. On est réactif à chaque fois. Les Best Friends sont pas sur la carte, mais Orange Cassidy s'ajoute. Ça s'est confirmé hier soir. Puis je suis comme, ben oui, prenez mon argent. Déjà qu'on avait... Pendant la fin de semaine de WrestleMania, le combat qui m'intrigue le plus, c'est Orange Cassidy contre Minoru Suzuki, qui va être au Spring Break de Janela, je pense. Et là, c'est comme, what? Puis là, contre Pac, j'ai un peu le même genre de réaction. Ça sera pas le même aura contre Suzuki qui va y en donner pour son argent. Mais là, Pac est le super heel de All Elite, pas patient, la mèche courte, finissait avec le Brutalizer souvent, donc c'est une prise de soumission qui lâche pas. Et là, il faut qu'il joue contre les slow kicks puis les petites courses au ralenti. Je pense qu'il va pogner les nerfs bien vite. C'est ça. Donc, non, très, très intrigué, surtout que Pac sort d'une défaite contre Omega, donc il va jouer la carte de la frustration, c'est presque assuré. Comment on dit ça, chip on his shoulder? Ouais, sont tout petites ses épaules, mais sont là. Sont petites? Ben, il est petit. Ben ouais, non, mais il est large, par exemple. Mais il est tout petit, il m'arrive comme au menton. Mais à ce point-là, ouais. 5 et 6, 5 et 7, genre. Okay. Mais... C'est ça. C'est ça, il compense ailleurs. C'est vraiment là, un gros triangle inversé, là, mais il est tout petit. Donc, tu sais, combat qui s'ajoute. Puis sinon, on risque d'ouvrir la carte avec un truc qu'on va surveiller de près parce que de un, c'est nos boys de Dark Order. Ben oui. Donc, Stu Grayson et Evil Uno qu'on a vu au Québec mille et une fois, qui viennent d'ici, qui affrontent So Called Uncensored, parce qu'on construit depuis 4, 5, 6 semaines la possible dévoilement d'un être suprême de Dark Order. Comment il s'appelle déjà? Je l'avais en tête il y a 8 Anointed secondes. One, non. Exalted One? The Exalted One. Oui, The Exalted One. Donc, c'est un leader du Dark Order qui est inconnu et on fait juste peut-être Christopher Daniels, d'où le match contre SCU ici. Peut-être Christopher Daniels. Je pense pas qu'on va dans cette direction-là. Je pense que tout le monde sera un petit peu déçu si c'était ça l'issue de cette histoire-là. Surtout que là, on continue dans les vignettes de, disons, saupoudrer des indices, faire... la vignette de cette semaine se terminait avec Evil Uno qui disait, bon, SCU, vous allez être obsolete, qui était donc un mot-clé utilisé par Broken Matt Hardy initialement. Bon, il y avait déjà des rumeurs comme quoi il allait peut-être hériter de ce rôle-là. Quoique là aussi, on entend parler que la WWE serait peut-être pas intéressée à le laisser partir, puis on lui a fait des nouvelles offres de contrat. Il y a des offres de contrat, mais Matt Hardy, sur Twitter, a comme envoyé des commentaires un peu
peu acide envers la WWE. Donc, il a l'air d'un gars qui s'en va. Sa femme aussi. Il a l'air d'un gars qui n'était pas content du booking qu'il avait. Et là, son contrat... Tu sais, il n'y a pas de clause de non-compétition. Lui, son contrat se termine, il fait ce qu'il veut. Le lendemain matin, il peut être à une autre émission et je pense que c'est début mars. Donc, il pourrait, à la limite, être annoncé comme The Exalted One et juste apparaître à Dynamite une semaine ou deux après. Tu sais, avec une photo ou whatever. Là, donc, si c'est ça la direction, ils ont laissé des indices pour. Il y a un autre nom qui a sorti à la fin de la semaine dernière qui a pogné un peu de vitesse. On a parlé de Raven. Raven est plus ou moins présent sur la scène indépendante, mais il est quand même actif sur la twittosphère de lutte, si on veut. Il y a un podcast. Il n'est pas complètement sorti du monde de la lutte, mais il lutte pas beaucoup. Donc, ça pourrait être un rôle de gérance, peut-être. Ou, tu sais, Raven, depuis le début, j'ai un peu l'impression que l'Exalted One ne sera pas celui qui va se battre le plus souvent. Non, c'est ça. C'est peut-être juste le gars qui tire les ficelles du Dark Order au lieu que ce soit Uno qui a ce rôle-là. Donc, Uno pourrait reprendre un rôle plus physique. Mais je sais pas si on va avoir la réponse directement à Revolution ou si on va avoir une victoire du Dark Order et ils vont peut-être, je sais pas, kidnapper Christopher Daniels ou tu sais, t'étires un peu le suspense de cette façon-là. Ça pourrait être une belle façon de le rendre, mais tu sais, ça reste que nos boys ont un combat de pay-per-view avec All Elite. Puis ça va quand même bien. T'sais, on voit qu'Uno a pris son aisance un petit peu plus. Les premières apparitions, très à l'aise au micro, il était nerveux. On les a vus dans le ring les 2-3 premières fois. On voit il essayait beaucoup de juste rentrer leurs prises qu'on connaissait bien, les finishers à deux, les trucs de jeux vidéo un petit peu. C'était la gimmick des Super Smash Bros. Donc, on jouait là-dessus. Mais tu vois que ça, Stu particulièrement était vraiment nerveux. Ça paraissait. Le talent était là, mais tu vois qu'il allait trop vite ou il voulait trop bien faire. Tandis que là, il n'était pas habitué à des scènes aussi grosses. Ben c'est ça, mais là, tu vois que ça s'est calmé. Tu vois que Uno a pris plus de place au micro, plus de place aussi pour ralentir le rythme dans les combats. Il le fait super bien. Il calme le jeu, il gère un peu tout ça. Et là, tu vois qu'ils sont bien installés. Les gens commencent aussi à réagir à The Dark Order. C'est plus juste, c'est qui ces gars-là, ça marche pas. Là, parce que les vignettes qu'ils ont faites étaient pour la grande majorité très bonnes. Il y en avait qui étaient moins réussis, mais en général, ils ont réussi à nous faire comprendre c'était quoi. C'est le principal problème de cette gimmick-là. Au début, il apparaissait avec les Creepers, puis non, t'es comme, c'est quoi cette équipe-là? C'est quoi leur motivation? C'est quoi leur histoire? Ça manquait de fini au début, et là, on a une meilleure idée, c'est quoi. Puis, tu sais, tout le monde s'est déjà senti un peu loser dans sa vie. Tout le monde a eu envie de faire partie d'un groupe je sais pas, dans lequel on peut se serrer les coudes. Et donc, ils ont quand même un bon angle là, avec le Dark Order. Surtout que ils invitent les gens à joindre le Dark Order et ils sont... c'est bien fait, c'est très interactif. Je voyais que si tu vas assister à des spectacles de la AEW dans les arénas, il y a du monde qui donne des flyers, Join the Dark Order. Puis sur Internet, si tu veux, mettons sur Twitter, tu dis je veux faire partie du Dark Order, tu risques d'avoir Evil Uno qui va te répondre personnellement pour te dire alright, viens à mon chum. Fait que ils sont bien investis dans ça. Uno a vraiment bien pris la balle au bon sur les médias sociaux. On a notre parti pris évident parce qu'on les aime beaucoup, mais si on avait à parler de lutteurs qui ont bien profité de l'exposure All Elite puis qui se sont améliorés énormément, les deux gars de Dark Order seraient dans les candidats à nommer parce que il était inconnu. Il y avait juste eu quelques combats contre les Young Bucks à la Ring of Honor, puis c'était au Canada. Il n'y avait pas eu de grande percée aux États-Unis. C'était Chikara, en fond? C'est ça, Chikara, c'est une niche. Là. C'est cool ce qu'ils font, la Chikara, mais ça n'a pas le rayonnement à la télé qu'a la All Elite Wrestling. Non, donc, c'était leur défi à eux. C'était d'entrer dans l'imaginaire des gens. Je pense qu'ils l'ont super bien fait. Puis, c'est ça. Evil Uno sur Twitter, dans les vignettes, construit tout ça. Donc, on risque de partir Revolution avec cette résolution-là. Très intrigué. Je suis pas sûr que Matt Hardy, je serais content, mais regarde, c'est un gros nom. Ça pourrait être bénéfique pour les codes d'écoute. Pour le spectacle, je sais pas. Mais regarde. Moi, je serais content parce que c'était un personnage. Il avait réussi à construire un personnage qui était très, très, très divertissant. Je pense pas que ce serait exactement le même personnage, mais il y aurait de la folie de Matt Hardy qui serait assurément dans ce rôle-là. Donc, moi, ça me motiverait encore plus à écouter, je pense. Bon, fait que c'est Revolution. Moi, je suis très motivé pour Revolution. Non, mais je disais à écouter le produit AEW en général. Comme je disais, ils ont atteint leur vitesse de croisière. C'est bon, je suis quand même déjà acquis, mais ils peuvent toujours s'améliorer encore. Mais moi, je dois avouer que Raven,
j'aimais ça, la Ravens moi, je le connais pas assez. C'est ça, mais tu suivais pas tant la WCW, là, mais le 3 ans de Ravens Flock, 2 ans, moi, j'aimais vraiment beaucoup ça. Ils étaient tous assis ringside. Fait que pendant les combats de un et de l'autre, ils faisaient juste sortir. Ils sautaient la barricade, ils allaient faire le combat, puis ils retournaient s'asseoir première rangée. Fait que pendant les combats, ils étaient juste là, ils chillaient. Raven était nonchalant, les mains dans les poches. Tu n'avais un Lodi qui avait des pancartes qui encourageaient ses bottés du Flock. Puis tu sais, il y a des bons lutteurs qui sont sortis de ça. Saturn a passé par là. Billy Kidman a passé par là. T'avais Raven, évidemment, qui était la vedette un peu, qui a eu des rivalités avec DDP pour le championnat US. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté très gang, mais c'était pas juste un clan, c'était pas un clan de lutte, c'était une gang de gars grunge un peu louche qui s'assoyaient dans la foule, puis c'est comme on est là, puis t'avais les Ravens Rules match. Ravens, c'est avec genre mettons le côte de jean ou de la chemise carottée là, attachée à la terre. Les t-shirts de grunge avec c'était Suicidal Tendencies, puis des affaires des bands de punk rock ou de grunge, puis il y avait le look, là, c'est ça, la chemise carottée, les short jeans. C'était un lutteur comme de style hardcore? Oui et non, c'était un style no DQ. Okay. Fait que tu sais, c'était moi aussi, il a jamais été spectaculaire et tout ça, mais son finish, c'était un DDT. Puis les Ravens Rules match, c'était no DQ, donc il y avait des coups de chaise, des coups de n'importe quoi. Mais c'était pas hardcore, genre barbelé en pitch des néons. C'était plus hardcore Mick Foley à la WWF. Donc, tu sais, il jouait dans ce terreau-là, plus... attitude plus rock and roll un peu rebelle, et il parlait en poème, ça c'était bizarre un peu là. Il quotait Raven d'Edgar Allan Poe. Écoute, hey, là ça vient chercher le côté littéraire en moi. Tu sais, moi j'avais quoi? Écoute, là, on parle de j'étais fin de secondaire, là, fait que le dude qui finissait ses promos avec Quote the Raven Nevermore, puis qui s'en allait un peu du bluesy, ça me parlait. Nice. Ça parlait le moi qui s'en allait écouter du emo au cégep là. Une autre preuve que la lutte n'est pas incompatible avec la littérature. La lutte puise dans la littérature et la culture pop, ça fait de la meilleure lutte. Et parfois, la littérature, comme celle que je fais, puise dans la lutte. Et voilà. C'est des vases communicants. Alors, il va-tu avec un lien? Ben, vas-y. On va y aller avec un lien de lutte qui ne puise pas dans la littérature et que c'est pas de la bonne lutte. Goldberg. Ouais, c'est un très bon lien. Hein? Bravo. Il faut qu'on parle de Goldberg parce que là, ça commence à brasser un petit peu en coulisses. WrestleMania s'en vient à Tampa. Il y a la chose qu'on ne nommera pas qui se passe cet après-midi au moment d'enregistrer. Et là, la rumeur qui est très persistante, c'est que Goldberg aurait un combat à WrestleMania, ce qui n'était pas prévu il y a quelques semaines. Et comme je vous parlais il y a 2, 3, 4 semaines, Goldberg pourrait gagner le championnat, qui est le championnat universel, contre The Fiend pour aller affronter Roman Reigns à WrestleMania. Et on va peut-être avoir la réponse à ça cet après-midi, parce que si Goldberg revient un pays qu'on ne nommera pas avec une ceinture dans son petit bagage, c'est parce qu'on va le voir à Tampa. Mais tu sais, je me dis, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir un petit peu là, depuis le moment où tu as comme juste mis cette éventualité-là dans ma tête, là, qui pour moi c'était impossible, mais là, visiblement, c'est que si le but à WrestleMania c'est de couronner Roman Reigns, on a déjà essayé de faire ça une couple de fois par le passé, puis ça s'est jamais aussi bien passé que ce qu'on espérait du côté de la WWE. C'est sûr que Roman Reigns qui bat Goldberg, si Goldberg bat The Fiend, Goldberg va avoir du heat. Il sera pas célébré là. Et donc, si après ça tu fais en sorte que Roman batte Goldberg, ben Roman va être vu comme le libérateur, comme le sauveur. Alors que si on continue juste en ligne droite et pour arriver à The Fiend contre Roman Reigns, si Roman gagne, je suis pas sûr que la réaction va être positive parce que justement, The Fiend est quand même très populaire. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez logique. Ben, si le but c'est de couronner Roman Reigns à WrestleMania, mais en même temps on a vu assez de lutte pour savoir que c'est probablement ça le but. C'est probablement ça le but. Donc, pas le chemin qu'on aurait aimé. Par contre, si on a trouvé du positif de ce scénario-là, ça prend quand même un petit peu de pirouette, c'est que The Fiend pourrait aller affronter John Cena ensuite à WrestleMania. Donc, un meilleur combat pour John Cena que contre Elias qu'on pensait. Et peut-être même un meilleur combat pour The Fiend parce que la rivalité contre John Cena pourrait être beaucoup plus intéressante que celle contre Roman Reigns. Puis ça s'inscrirait là, dans sa volonté là, de Legend Killer, un petit peu, pas sa volonté, mais son personnage qu'il a développé. Donc, d'avoir derrière lui, dans le Firefly Funhouse, la photo de John Cena avec des X sur les yeux, ça donnerait de la crédibilité additionnelle à son personnage. Ça, et comme tout est dans tout, tu sais, là, la WWE sur son network depuis 3 semaines revisite la Ruthless Aggression. Donc, elle admet son passé, admet le passé de John Cena. The Fiend joue constamment avec son passé, avec ses 5 ans à la WWE. Il revient toujours sur des trucs qui sont arrivés.
de Bray Wyatt a croisé John Cena dans le passé. Donc, il va pouvoir revenir là-dessus et il va pouvoir revenir sur le mythe de John Cena et tout ça. Donc, s'ils font intelligemment, il y a quelque chose à faire. Sauf que le côté malheureux de ça, c'est qu'il faudrait qu'il perde contre Goldberg pour aller là. Ça, c'est le bout que j'ai pas envie de voir. Je le verrai pas. De toute façon, ça n'arrivera pas. C'est comme un arbre qui tombe d'une forêt. Si personne n'est là, ça n'arrive pas. Mais tu sais, on est là. Les WrestleMania, c'est à nos portes. Là. On arrive en mars la semaine prochaine. Il va rester un mois avant WrestleMania à Tampa Bay. Là. Ça va aller vite. En même temps, je me dis aussi, c'est que The Fiend a tellement été construit comme étant un lutteur qui est invincible, là, qui mange 3 finishers dessus puis se relève comme si de rien n'était. Goldberg a quand même une espèce d'aura. Goldberg est un peu dans une classe à part. Lui, il gagne des matchs en faisant comme un spear, un jackhammer, puis that's it. Donc, tu sais, j'ai l'impression que si The Fiend perd contre Goldberg, il n'est pas tant perdant. Il perd pas de la crédibilité, en fait, le personnage de The Fiend, j'ai l'impression, parce que justement, Goldberg est une attraction spéciale. Fait que on s'entend, c'est pas le scénario qu'on veut voir, mais étant donné que il y a des indices qui vont dans cette direction-là, il faut essayer de réfléchir au pourquoi, puis c'est ça. Donc, c'est malheureux, mais on va savoir en fin de journée aujourd'hui. On va savoir en fin de journée. Puis une autre affaire qu'on risque d'installer avant la fin de la journée, c'est si l'Undertaker affronte AJ Styles. C'est dans les rumeurs. Les deux vont être au voyage dans ce pays inconnu qu'on ne dévoilera pas l'identité. Et ça se pourrait très bien qu'on installe tout de suite la première planche de cette future rivalité-là. Quoique à Raw, cette semaine, on a commencé à construire AJ Styles contre Aleister Black, chose qui, je trouve, serait assez intéressante aussi. Reste à voir si c'est dans cette direction-là qu'on va pour WrestleMania, c'est quoi l'histoire qu'on va raconter avec ça. C'est ça qui ferait une grosse différence. C'est peut-être juste pour le Chamber aussi qui s'en vient. C'est peut-être juste pour le Chamber, mais voir ces deux-là ensemble dans le ring, ça m'interpelle. Oui, ça t'interpelle. Donc, tu sais, c'est ça qu'on s'enligne pour ça à WrestleMania. Et un autre truc qu'on a confirmé pour WrestleMania, c'est que Charlotte et Rhea Ripley, ça va se faire à WrestleMania. Donc, ça ne sera pas à NXT, parce qu'à la NXT, Regal a annoncé que ça allait être un match d'échelle à 4 filles pour déterminer l'aspirante obligatoire à Rhea Ripley. Et ça veut dire qu'il y a un processus de qualification qui va s'engendrer à la télévision de NXT pendant les prochaines semaines pour déterminer les 4 participantes au match d'échelle. Donc, au lieu d'avoir un championnat féminin à TakeOver Tampa, c'est un match d'échelle à 4, qui est quand même une bonne nouvelle parce que la division est super profonde. Donc, tu sais, tu sors une Bianca, tu sors peu importe lesquels 4, il y en a 12. Ils ont fait les filles un match, pas Elimination Chamber, War Games, il y a de cela quelques mois qui était comme de l'or en barre. Exactement. On peut absolument leur faire confiance pour sortir quelque chose d'intéressant. Non, parce que c'est ça qu'on a retiré de NXT hier. On a annoncé ça. On a eu le combat Bianca Belair contre Charlotte. Donc, le défi a été relevé. Bianca a évidemment perdu, mais c'était pour construire Rhea Charlotte. C'était quand même intéressant. L'autre truc ou une direction un peu surprenante, c'est Finn Balor qui a annoncé ce qu'il allait faire ensuite. Il a battu Johnny Gargano, donc on se demandait un peu qu'est-ce qui se passe pour le prince. Et là, c'est les gars d'Emporium qui sont venus jaser avec le prince, l'interrompre, et ça laisse peut-être présager une rivalité entre Finn Balor et Walter pour le championnat UK. Parce qu'on l'oublie un petit peu, mais c'est ça, Finn Balor est irlandais. Irlandais, oui, il est irlandais. Donc, il fit dans le portrait United Kingdom. Est-ce que c'est pour l'envoyer là-bas pour faire des rivalités ou on prépare quelque chose pour TakeOver Tampa ou pour WrestleMania ou peu importe? Donc, Walter serait en collision éventuelle avec Finn Balor. Ça me parle. C'est le genre de truc qui me parle parce que Walter, plus physique, est capable de rebondir. T'sais, on l'a vu contre Tyler Bate, capable de malmener des lutteurs, puis Finn Balor est capable d'en prendre. Contre des lutteurs, un gros gars contre un petit gars, c'est souvent winner. Toujours winner. Tu pourrais réétablir aussi un peu Finn comme sans être complètement face et pas complètement heel. Parce que Walter est super over, mais reste méchant. D'Emporium, c'est pas un clan de gentils. Donc, c'est ça qu'NXT installait cette semaine. Donc, on s'installe encore pour plusieurs semaines de bonnes minutes à la télé. 2 matchs en cage la semaine prochaine ont été confirmés. Donc, NXT veut vraiment talonner All Elite. Là, sur aucun doute. Mais All Elite, tu sais, The Revolution, ils ont confirmé l'arrivée de Lance Archer. Si vous ne suivez pas la New Japan, Lance Archer a été brièvement champion des États-Unis là-bas. Sinon, a été lutteur par équipe. C'est pas contre lui que Moxley se battait là, à Wrestle Kingdom. Moxley est allé reprendre sa ceinture contre lui à Wrestle Kingdom. Sinon, Archer était présent dans le portrait, mais il a vraiment eu son breakthrough pendant le J1 l'été passé. A eu un J1 de fou.
il a 42 ans, fait qu'il n'est plus à ses premières heures. On l'a vu un petit peu à la WWE, on l'a vu à Impact, on l'a vu un peu partout. Mais là, il a comme trouvé la bonne façon. Il y a eu une blessure l'année passée qui l'a ralenti. Là, il est revenu, il a trouvé son beat. Et il est vraiment, c'est un gros gars physique, un peu athlétique. Et là, on va le voir à l'All Elite super. Il a été confirmé qu'il était All Elite. On ne l'a pas vu à la télé encore, donc ça va être après Revolution. Moi, je suis content, parce que si ça lui donne un dernier hurrah, un petit peu, peut-être un 2-3 ans de belle visibilité, et à la All Elite, un gars de 6 pieds 8, 330 livres. 6 pieds 8, OK. C'est un gros bonhomme, Lance Archer. Là, donc, il va détonner dans le portrait. Non, ils ont besoin de ce genre de gars-là. Avec Jeff Cobb, qui n'est pas le plus grand, mais qui est large comme un hippopotame, là, à peu près. Jack Hager va avoir l'air petit à côté du gros Lance Archer. Donc, moi, je trouve que c'est un bel ajout. Plus physique, un peu hardcore. Il revient aux États-Unis. Le gars est au Japon depuis une couple d'années. Donc, pour lui, c'est une belle occasion d'être plus proche de ses amis, sa famille. Là. Puis, du côté de la WWE, c'est Killer Cross, en fait, la signature récente. Je sais pas si tu connais. Moi, en fait, je sais pas si... Dans ma tête, là, quand j'ai vu ce nom-là, je pense que je le mélangeais. Pas un personnage qui s'appelle Killer Croc, là, dans genre les Suicide Squad. Là. Oui. C'est ça. Moi, je m'imaginais une gimmick d'Acrocodile, mais finalement, ça n'a pas rapport avec ça. C'est un gars d'Impact, Killer Cross. On l'a vu beaucoup à Impact. Il est bon, il est vraiment bon. Ça a l'air qu'on lui prépare. On prévoit des choses quand même d'importance pour lui. Comme Impact a moins de rayonnement, si tu le regardes pas volontairement, ça croisera comme pas ton chemin par hasard. Killer Cross est un peu dans cette ingratitude-là. Le gars est bon, mais si tu faisais pas l'effort conscient d'aller regarder Impact, tu l'as pas vu. Tout simplement. Donc là, il y a même des rumeurs que c'est pas NXT pour Killer Cross, ça serait peut-être direct SmackDown ou Raw. Donc surveillez ça, il va y avoir des vignettes probablement super. À SmackDown, depuis genre 2-3 semaines, il y a des petits glitches des fois dans l'image, puis semble-t-il que ça pourrait être lié à l'arrivée de ce lutteur-là. Ça pourrait être lié à l'arrivée de ce lutteur-là, ou l'émission est en train de dérailler parce que les Bella Twins ont été confirmés. C'est vrai. Au temple de la renommée de la WWE. Qui aurait cru... Je ne voulais pas t'en parler parce qu'on le savait que ça allait se faire, là, mais... C'est pas... OK... On va le dire tout de suite, c'est pas un vrai temple, il n'y a pas un mérite sportif, c'est pas des stats comme le baseball. Ils ont tellement fait pour la marque, par exemple. Ben, c'est ça. Le temple de la renommée de la WWE, c'est pas compliqué. C'est qui a fait de l'argent à Vince McMahon. Puis les Bellas en ont fait un char et une barge, même si ils luttaient encore il n'y a pas si longtemps, mais là, les deux sont enceintes. On s'entend qu'ils ne lutteront pas bientôt. Mais Nikki Bella a quand même fini sa carrière en ayant gagné mon respect dans le ring. Là, au début, je n'étais pas impressionné pantoute par elle. Brie ne m'a jamais impressionné, même à la fin. Mais Nikki, à la fin, elle a été championne pendant à peu près 1 an, championne diva, et elle faisait vraiment des bons matchs. C'est que les deux ont commencé à lutter, ne savaient clairement pas lutter. Ils étaient juste là pour l'apparat. Brie un peu moins, mais Nikki a fait l'effort de s'entraîner pour vrai. Fait que, il était capable de mener un combat d'une qualité quelconque. Ça n'a jamais été ça leur grande force. On peut pas leur enlever le rayonnement à l'extérieur. Par contre, Total Divas a levé en grande partie parce que les Bellas étaient dedans et les gens voulaient suivre leur vie et leur relation avec John Cena qui était très populaire et après Daniel Bryan qui était très populaire. Donc, tu as eu l'autre télé-réalité Total Bellas juste sur eux autres. Puis, justement, depuis quelques années, tu as Triple H qui dit que présentement, on est dans l'ère réalité de la WWE. Puis, justement, les Bellas, c'est les figures de proue de cette ère-là. C'est ça, ils ont contribué à ça. T'sais, on s'entend, là, je peux ne pas être un fan à 100% de ces télé-réalités-là, mais on peut pas enlever l'impact et le rayonnement. Qui aurait cru que Brie serait Hall of Famer avant Daniel Bryan? Ben, il y a ça. Et il y a aussi, c'est là que tu entres dans la conversation il y a beaucoup d'autres femmes qui méritaient probablement d'être dans le Hall of Fame avant elle. Molly Holly. Il y a Chyna qui est le nom qui revient beaucoup. C'est vrai. Ben, elle est avec DX, mais c'est pas du tout la même chose. Non, Chyna aurait pu être l'intronisation posthume. Il y en a d'autres. Donc, tu sais, c'est ça là que ça devient un peu contentieux que... Ouais, ils ont fait beaucoup pour la business, mais tu le fais dans 5 ans, ça change pas grand-chose. Il n'y avait pas besoin d'être immédiatement introduit. Ils sont encore présentes. Ils étaient là l'année passée. Donc, ils ne sont pas complètement retirés. On dirait que ça cimente la retraite un peu. Mais regarde, c'est ça qui va arriver. On va voir les Bellas à WrestleMania. Pourquoi on les voit là? Ben parce que ça va être genre la season finale de Total Bellas saison 4. Là. Enfin, on arrive à notre intronisation. Mais en même temps, Total Bellas, c'est pas très bon. Mais c'est pas si mauvais non plus. J'avoue que, genre, si t'as 1 heure, 45 minutes là, en mangeant ton dîner, j'en ai plein dans mon DVR. Ça veut-tu dire que le season finale, c'est ça? Donc, le season premiere l'année prochaine, c'est l'accouchement?
Ben, peut-être. C'est ça. Les season finales de ces émissions-là, c'est soit les mariages, les accouchements ou justement WrestleMania / le Hall of Fame. Fait que, ouais, la télé-réalité rejoint WrestleMania. C'était la grosse nouvelle. Le Davey Boy Smith n'a pas encore été confirmé, mais on pense qu'il va être là, tout comme JBL. Non. Sinon, Ross McDown, c'était assez tel que tel. Très oubliable. Très oubliable. Sinon, côté lutte, ailleurs... je le dis, oui, c'est très oubliable. Non, on se prépare pour des gros événements d'ROH qui vont être le fun. Impact a encore une bonne vitesse, même si leur pay-per-view passe dans le beurre, parce que là, on joue beaucoup la carte de Tessa Blanchard qui pourrait ramasser comme toutes les ceintures. C'est très tel que tel, donc on va voir où ils s'en vont avec ça. Je peux pas dire que ça m'intéresse particulièrement. Il y a un truc qui bouge beaucoup de choses, par contre, là, avant qu'on termine, c'est, on pensait pas dire ça, mais le coronavirus a un impact sur la lutte aussi. C'est vrai. Parce que la New Japan Pro Wrestling a confirmé qu'elle cancellait des shows carrément, et c'est à l'approche de la New Japan Cup, qui est généralement le gros tournoi pour déterminer l'aspirant au titre au début de l'été, qui serait l'aspirant Naito. Donc, il y a une dizaine d'événements qui ont carrément été cancellés, dont 8 de la New Japan Cup. On prend juste pas de chance. On veut pas avoir de regroupement de gens à cause du coronavirus. Ils n'ont pas annoncé de compensation, de date pour reprendre. Est-ce que la New Japan Cup va être déplacée, écourtée? Ils ont comme juste pas fait de communiqué. Ils ont juste dit, à cause du coronavirus, on est obligé de mettre un frein à tout ça. Donc, eux cancellent, et tu as d'autres fédérations, je pense que c'est la NOAH, qu'eux vont faire des événements, mais dans un amphithéâtre vide. Okay. Donc, ils vont faire des enregistrements télé, mais ils n'inviteront pas les gens, justement, pour éviter l'attroupement massif de gens et éviter la contagion éventuelle à cause de ça. Mais tu sais, c'est pas juste la New Japan, c'est à peu près tous les événements sportifs au Japon, incluant les trucs juniors et tout ça. Ils ont mis un frein à tout ça, et même les Jeux olympiques de Tokyo se sont donnés 3 mois pour prendre la décision que ça se pourrait qu'on tire la plug carrément sur les Jeux olympiques. On parle même pas des déplacés, ça serait logistiquement un cauchemar. Donc, ça serait de carrément canceller les Jeux olympiques. Imagine. Et ça, c'est jamais arrivé, sauf pour des guerres. Les seules instances où les Jeux olympiques ont été levés, c'est à cause des guerres mondiales. Et on parle d'un petit temps déjà. Donc, coronavirus, on fait bien des blagues avec ça, que c'est mineur, mais ça bouge beaucoup de choses en Asie. On va manquer de coke bientôt en Amérique à cause de ça. Ketchup. Moi, c'était un drame pour moi. J'aime beaucoup ça. Donc, mets-toi à l'eau gazeuse. J'ai eu un SodaStream à Noël. Écoute. Ma conjointe m'a grillé d'un SodaStream pour peut-être me garder 4-5 ans de plus avant que je pète aux frettes. Une révolution. Et j'avoue que j'abuse un petit peu du SodaStream. J'ai bien du fun avec ça. Sinon, regarde, la lutte, ça ressemble à ça. Regarde, c'est la minute culturelle, je pense. Minute culturelle. Et une minute culturelle qui m'intéresse particulièrement dans la mesure où, tout de suite après l'enregistrement de cet épisode du Petit Paquet, je prends la route vers Gatineau. C'est pas la meilleure journée pour prendre la route, on s'entend. Donc, j'espère que les dieux de la météo ne seront pas trop hostiles à mon égard. Et c'est parce que c'est le Salon du livre de l'Outaouais, en fait, qui commence aujourd'hui. Et dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais, eh bien, ça, je trouve ça absolument merveilleux. Les organisateurs ont décidé, en collaboration avec la Fédération Lutte 07, qui est la fédération qu'a créée Evil Uno notamment, donc de tenir un gala de lutte qui va mettre en scène à la fois des lutteurs donc établis Uno, justement, ils participent, Benjamin Toll, TDT, etc. Donc des lutteurs qu'on est habitué de voir sur la scène québécoise, mais également des auteurs, dont votre humble serviteur. Et si je fais partie du spectacle, Baron Marc-André Lévesque, un excellent poète, également sera là. Il se déguise ça en baron? Je l'ai déjà vu déguisé comme en espèce de girafe, par exemple. Okay. Donc, ou en licorne. On verra bien. Sinon, Martine Delvaux va participer au show. Stanley Péan. Donc, plusieurs auteurs, plusieurs poètes. Donc, ça va être vraiment... Je disais tantôt, parfois, la lutte s'inspire de la littérature. Là, c'est vraiment un événement entier consacré sur cette porosité entre ces deux pratiques artistiques, ces deux pratiques culturelles. Donc, je vous invite, si vous êtes dans la région de Gatineau, à venir. C'est à la Maison du Citoyen, je pense que ça s'appelle. Okay, donc, pas la salle habituelle de l'U07 qui est le centre avec Dalou, je pense. Donc, c'est autre chose. C'est ça, je connais pas. C'est comme à côté du Palais des Congrès, là, à côté de où a lieu le Salon du Livre. Donc, si vous êtes de Gatineau, vous savez quoi faire de votre soirée. Et sinon, au cours des prochains jours également, venez me voir au Salon du Livre là-bas si vous n'avez pas eu l'occasion de vous procurer un exemplaire de La Lutte, un roman primé. Eh bien, je vous invite à le faire. On va pouvoir jaser, je vais écrire les petits messages. Donc, ça sera un plaisir de vous y voir. T'es-tu là jeudi ou jeudi, vendredi? Non, je suis là jeudi, vendredi, samedi également. Bon, jeudi, vendredi, samedi. Vendredi, demain, vers 18h30, je participe à une espèce de discussion sur l'écriture du roman. Excusez, pardon. Donc, si vous êtes dans les Outaouais, c'est proche. Si vous êtes ailleurs, soyez prudents sur les routes parce qu'il mouille. Par contre, c'est ce qu'on dit quand il mouille. C'est bon pour le blé d'Inde.
C'est pas bon pour la route. Faut s'accrocher à quelque chose. Nos amis les agriculteurs sont bien contents. Toi, t'es mieux de revenir à un morceau, fait que tu fais attention. Je suis très prudent sur la route. Vitesse modérée. Pas trop de musique forte, ça déconcentre. Non, c'est ça. Moi, écouter genre playlist, genre concentration sur Spotify. Bon, voilà. Concentration sur Spotify. Amélie, elle veut te retrouver en un morceau parce que ça a l'air qu'elle t'aime bien. On comprend pas pourquoi, mais elle est attachée. Moi, je comprends. Bon, fait que ça, c'est la minute culturelle. Si vous allez les Outaouais, allez-y. La lutte 07, ils font de l'excellent travail en plus, donc on aime ça toujours aller les voir. Sinon, nous autres, on risque d'être la semaine prochaine. Il va falloir parler de l'après-Revolution. C'est ça. Puis là, commencer vraiment à parler. J'allais dire commencer à parler de la vraie route vers WrestleMania une fois que le galon dont on tait le nom va être passé. Mais ça va être en réalité la route vers Elimination Chamber qui est souvent relativement intéressant comme gala. Donc, on verra bien. On va avoir la route vers le IWS Unsanctioned aussi qu'on va vous parler quelques fois. C'est pas tout de suite, mais en mars, au Club Soda, on a un gros gala de lutte à Montréal. On y reviendra. Sinon, vous pouvez nous écouter sur iHeartRadio. J'aimerais recevoir mon chèque par la poste. Sinon, iTunes. Tu reçois des chèques? Ils sont blancs, là, mais il ne se passe pas grand-chose avec ça. iTunes, Spotify, YouTube, la zone vidéo du RDS.ca. Sinon, vous pouvez écouter les rediffusions de la lutte à RDS2 4-5 fois dans le mois pour la ROH et la IWS. Sinon, le beau Mathieu sera dans les Outaouais. Moi, je vais être chez nous en boxeur. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous. Ok, oui.